Dans notre métier, on a une espèce de code, il y a des espèces de légendes. Et en fait, les stars, ce sont les avocats de la défense pénale. Ce sont les avocats qui défendent les accusés, les gens qui ont commis des atrocités. Dans le système judiciaire français, rien n'est fait pour la victime. Rien. Qui va faire un examen gynécologique après avoir subi un viol? Personne. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Je me souviens qu'après un procès d'assises vraiment très compliqué, j'ai vomi pendant plusieurs jours. Physiquement, il a fallu que ça sorte. Karine, ça fait 23 ans que tu es avocate. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as su que tu voulais devenir avocate? Chez moi, ça remonte à loin. Ça remonte vraiment à l'enfance, à la prime enfance. Je pourrais pas te dire un moment précis où je me suis dit je vais être avocate, mais ça remonte à très très loin. Et tu sais, enfin, parce que avocate, c'est un peu comme médecin, c'est quand même prestigieux comme profession, en tout cas perçu comme prestigieux. Est-ce que ça t'a attiré cet aspect quand tu étais jeune ou pas forcément? Ah non, le prestige m'a jamais vraiment intéressée. C'était vraiment défendre les gens, défendre une cause. Euh, c- Ça m'a vraiment attirée dès l'enfance, en fait. Et parce que tu vois, est-ce qu'il y avait des gens dans ta famille qui étaient avocats Pas ou... du tout. Ok. Personne. Je viens pas du tout de ce monde-là. Mais euh, C'est quoi enfin, comment ça t'est venu? Parce que tu vois, tu veux défendre les gens, c'est quand même particulier, tu vois. On n'a pas. mais ça, je l'ai travaillé en psychanalyse des années après. Voilà. Voilà. Et un jour, mon thérapeute me disait, mais en fait, vous, les avocats, vous plaidez toujours votre propre cause. Et j'ai mis des années à comprendre le sens profond de cette phrase. Et, Il t'a et en fait, clashé. j'ai compris. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, dès l'enfance, j'avais besoin de me faire entendre. J'avais besoin de me lever parfois contre l'injustice. Et c'était pas toujours facile vis-à-vis des adultes. C'était pas toujours facile vis-à-vis des autres enfants. Mais j'avais déjà cette rage en moi, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ok. Donc, ton psychanalyste, il t'a un peu clashé, quoi. Ouais. Vous plaidez votre propre cause. Bon. Mais ok. Du coup, toi, en plus, tu es spécialisé, si tu dois nous expliquer un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es vraiment spécialisé. Tu veux défendre les victimes, c'est quand même Mm. particulier. Donc, tu peux nous expliquer déjà peut-être en quoi ça consiste et pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans? Moi, c'est la première fois que je voyais un avocat, une avocate vraiment spécialisée dans le droit des victimes. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans un assez gros cabinet dans ma ville. Et il y avait un des avocats qui était un très grand pénaliste, qui était une légende locale, et qui était déjà spécialisé en droit des victimes. Et je connaissais pas du tout ce domaine, parce que c'est pas du tout ce que j'avais fait à la fac. Moi, j'étais plutôt programmée droit des affaires, je faisais beaucoup de droit du travail, j'étais très pointue en droit social. Et malheureusement, les hasards de la vie ont fait que un jour, il est tombé très gravement malade. Et j'étais là, et j'étais la seule à pouvoir plaider à sa place ses dossiers. Et pour moi, ça a été une révélation. Et ça a fait écho justement à mon projet d'enfance, en fait. Ça a vraiment fait écho à ça, et je me suis jetée à fond là-dedans, et je me suis découverte une passion depuis 23 ans, en fait. Et quand tu dis droit des victimes, pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit, si tu dois l'expliquer simplement, c'est quoi? C'est quel type d'affaires? Quel type de victime aussi peut-être? Alors, il y a plusieurs secteurs. Celui qui nous vient le plus spontanément à l'esprit, c'est les victimes de violences, les victimes d'infractions pénales. Donc, on voit tout de suite ce que c'est qu'un avocat de victime. Quand on va au tribunal correctionnel, à la cour d'assises, on plaide pour des victimes qui se constituent partie civile, et on les aide à faire entendre leur voix, en fait. Parce que très souvent, les faits sont contestés. Très souvent, il faut se battre pour que l'auteur soit condamné ou les auteurs soient condamnés. Donc en fait, c'est vraiment un métier de combat où on doit mouiller la chemise, où on doit y aller. Voilà. Donc, et notre rôle, c'est aussi de parler de la victime, de son parcours, de sa souffrance, des conséquences en fait de l'infraction. Ah, tu parles de ça? Bien sûr, c'est même le cœur de mon métier. Waouh. Ah, donc devant la cour, devant Ouais. le juge, tu parles de ça? Ouais. Ok. C'est l'essentiel, en fait, parler du préjudice des victimes, de toutes les conséquences que ça a eu sur sa vie. C'était vraiment le cœur de mon métier. C'est pas trop lourd parfois ou trop difficile? Si, c'est extrêmement lourd, parce que pour parler de ça avec justesse, il faut recevoir le fardeau. Le fardeau, il transite littéralement par moi, même physiquement parfois. Waouh.
Je me souviens qu'après un procès d'assises vraiment très compliqué, j'ai vomi pendant plusieurs jours. Physiquement, il a fallu que ça sorte. Et c'est parce que c'est trop violent, c'est Mm. quoi? Ouais, c'est ça. C'est violent, mais c'est nécessaire. Mm. C'est important. On est là pour ça, en fait. Pour rendre justice à des victimes qui n'ont rien demandé. Ouais, et justement, parce que quand on est victime de quelque chose, c'est quand même pas toujours facile de demander de l'aide, de faire appel à la justice. On n'a parfois pas confiance. Enfin, c'est quand même une posture. On a aussi parfois pas envie d'être rangé dans la catégorie victime. Du coup, les gens qui arrivent à venir vers toi, ils arrivent dans quelle posture? Ils sont perdus. Ouais. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'être entendus, surtout. Mm. Ils ont besoin d'être écoutés. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à discuter avec les personnes qui m'accordent leur confiance. Et puis, j'essaye de comprendre ce qu'elles attendent. Parce que le système judiciaire est très violent. Donc, j'ai besoin déjà de comprendre d'emblée ce qu'ils ou elles attendent exactement de la justice pour pouvoir bien répondre à leurs besoins. Moi, plus je parle avec des avocats et plus ils me disent, en perso ou même mes clientes, hein, plus ils me disent la justice n'est pas juste et la justice est violente. Et je me dis, moi, je m'attendais pas à ce retour, tu vois, des avocats. Moi, je pensais que finalement, les avocats, c'était des amoureux de la justice, qui croyaient en la justice et à chaque fois, ça peut être violent. Attention. Pourquoi tu dis que c'est violent, toi, la justice? Alors pourquoi la justice est souvent violente? Parce que c'est un parcours du combattant de faire reconnaître ses droits. Parce que c'est un parcours du combattant de faire entendre la vérité. C'est pas, ça va pas de soi, en fait. L'auteur qui a commis une infraction et qui risque 20 ans de réclusion criminelle, il n'a pas spontanément envie de s'auto-accuser. Donc il va contester. Donc il va falloir aller le chercher dans ses retranchements, dans ses contradictions, dans les failles du dossier. Donc en fait, c'est aussi le travail de l'avocat de la victime, c'est d'aller accrocher sa culpabilité à côté du procureur de la République qui représente les intérêts de la société. Parce que le premier intérêt d'une victime d'infraction, surtout grave, c'est quand même que l'auteur ou les auteurs soient reconnus coupables. Et ça, c'est pas si simple que ça. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que dans le système judiciaire français, rien n'est fait pour la victime. Rien. Tout est fait pour les droits de la défense, pour les droits des accusés. Rien n'est fait pour les victimes. Et tous les principes généraux du droit sont faits pour les accusés. Donc nous, en tant qu'avocats de victimes, on doit ramer pour lutter contre le principe de la présomption d'innocence, que c'est au parquet de rapporter la preuve de la culpabilité de l'auteur, et ramer aussi contre le principe qui veut que le doute profite toujours à l'accusé, en dernier lieu. Voilà. Donc nous, on doit se battre contre ça, et c'est un combat de chaque instant. Ouais, parce que quand, par exemple, les agressions, enfin, je sais pas, tu as déjà fait des agressions sexuelles? Oui, j'ai des centaines de dossiers de viol. C'est compliqué toujours à prouver. Enfin, tu vois, on dit ah oui, mais t'as fait un examen juste après avoir été violée. T'es Mais là. personne ne fait ça. Qui va faire un examen gynécologique après avoir subi un viol? Personne. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Oui, mais c'est ce qu'on te demande. Enfin, on te dit alors, vous avez fait constater le viol. T'es là. Euh, je sais pas, j'avais d'autres choses à faire en fait. Comment tu fais dans des dossiers comme ça où il n'y a pas les étapes parfaites qui ont été faites, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux pas faire les étapes juridiques quand tu t'es fait agresser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais pour déjà est-ce qu'on arrive à prouver ou rarement ou tu vois? Alors, dans des dossiers de viol et d'agression sexuelle, il n'y a jamais de preuve parfaite. Il n'y a jamais de caméra, il n'y a jamais d'analyse ADN. C'est pas vrai. C'est que dans les films ou à la télé. En vrai, une victime de viol, elle va jamais se précipiter aux urgences pour aller faire constater. Voilà. Jamais. Donc, en fait, l'enquête, elle se fait par des éléments indirects. On fait une enquête de personnalité de la victime pour voir qui elle est. On fait aussi une enquête de personnalité du ou des auteurs pour voir qui ils sont, pour voir s'ils ont déjà eu des comportements douteux. Et souvent, on trouve des pépites. Dans le cadre de l'enquête, on trouve des parcours délinquentiels qui durent depuis longtemps et qui vont basculer dans quelque chose de beaucoup plus grave.
Ensuite, il y a les déclarations des victimes qui sont mises en présence, mises en contradiction avec les déclarations du ou des auteurs. Voilà. Et puis il y a aussi quelque chose d'important à savoir, c'est qu'on se doute bien qu'une victime de viol, elle ne va pas aller déposer plainte par plaisir. À moins d'être complètement dérangée dans sa tête, c'est une telle épreuve, c'est une telle angoisse qu'il faut être extrêmement motivé pour le faire. Donc la parole de la victime, elle a quand même un certain poids. Et puis parfois, on retrouve aussi plusieurs victimes d'un même agresseur. Qui se manifeste. Qui se manifeste dans un trait de temps pas trop long. Donc on arrive comme ça, par des éléments toujours indirects, à avoir une idée, un dossier assez solide pour établir une culpabilité. Mais c'est toujours des éléments indirects. Il n'y a jamais de preuve directe dans ces dossiers. Ouais, donc ce n'est pas forcément les dossiers, comme tu dis, les plus faciles. Ce sont les plus difficiles. Les dossiers de viol et d'agression sexuelle sont par nature les dossiers les plus difficiles parce qu'il n'y a jamais de preuve directe. Jamais. Et pour en revenir à ton parcours, comment t'en es arrivé là finalement? Tu vois, est-ce que ça t'anime finalement de porter la voix des victimes? Parce que être avocat, tu peux être avocat dans tellement de domaines différents. Donc pourquoi défendre les victimes et porter leur voix alors qu'en plus tu dis que c'est pas les dossiers les plus faciles? Enfin, tu vois, comment t'en es arrivé là? Parce que c'est là où il y a le plus grand besoin. C'est là où il y a la plus grande lacune, en fait. Je me suis rendu compte très très vite quand j'ai été amenée à faire ça qu'il n'y avait pas d'avocat de victime, ou très très peu. Et que c'était même assez mal vu. Dans notre métier, on a une espèce de... Il y a des espèces de codes, il y a des espèces de légendes. Et en fait, les stars, ce sont les avocats de la défense pénale. Voilà, ce sont les avocats qui défendent les accusés, les gens qui ont commis des atrocités. Eux, ce sont les stars. Et les avocats de victimes, ils sont très, très, très méprisés en général. Et ça, tout de suite d'emblée, ça m'a plu, en fait. J'adore aller vers ce qui est difficile. J'adore aller vers là où personne ne veut aller. Et en plus, moi, j'ai trouvé que c'était là où j'étais le plus utile, en réalité. Et c'était là où je kiffe le plus, en fait. Parce que comme c'est pas juste ce qui est arrivé, j'ai trouvé naturel, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était l'essence même de ma vocation, en fait. C'était l'essence même de ce que je voulais faire depuis l'enfance. Et je l'ai trouvé là, et pas ailleurs. Est-ce que Dupond-Moretti, c'est un pénaliste de la défense? Oui. Ok, ouais, je vois. Okay. Oui. C'est notre ancien garde des Sceaux, d'ailleurs. Il a été ministre de la Justice. Ouais. Mais c'était un pénaliste quasiment de la défense, en fait. Il a fait toute sa carrière en défense pénale. Moi, je l'ai vu plaider plusieurs fois. C'était comment de le voir plaider en vrai? C'était très intéressant. C'était parfois très violent à voir, mais c'est très intéressant, toujours. D'aller voir des grands avocats plaider, moi, je le fais encore aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. On apprend toujours, en fait. Ah, tu apprends en regardant? Bien sûr. Ok. Et ça peut être utile même si toi, tu es du côté de la victime? Mais bien sûr, surtout, parce que ça m'apprend leur truc, en fait. Je vois comment les combattre, je vois comment les contrer. Parce que ce qui est difficile, c'est que l'avocat de la victime plaide toujours en premier. Donc à l'aveugle. Et on ne peut pas reprendre la parole après l'avocat de la défense. Donc autant te dire qu'il faut vraiment, vraiment savoir par avance ce qu'on va pouvoir te dire en face pour déminer, pour parer les attaques à l'avance. C'est ça qui est génial. C'est très difficile, mais c'est passionnant. Oui, mais c'est quand même... Tu pars un peu avec un... Tu pars un peu avec un atout en moins, parce que c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison aussi. Enfin, mais je veux dire, tout est fait contre les victimes. Et le fait de parler en premier, effectivement, c'est encore un désavantage. Et pourquoi c'est comme ça? C'est dans le code de procédure pénale, la partie civile a la parole en premier, ensuite c'est le procureur de la République qui représente les intérêts de la société, et ensuite ce sont les avocats de la défense, et la défense a toujours la parole en dernier. Et c'est un sacré avantage, effectivement. Ah ouais, ça me semble... si des fois tu as des jurys, en gros c'est toi qui as le dernier mot. Oui, mais si tu as suffisamment déminé le terrain avant, tu lui compliques sacrément la tâche à l'avocat de la défense, et c'est ça qui est
intéressant. Oui, parce qu'il doit changer peut-être Oui, son au discours. dernier moment, il doit changer ses plans. Si tu lui as savonné la planche habilement, bah, il se retrouve au dernier moment embêté. Et là, quand tu le regardes de ton point de vue, tu le sais, parce que tu as l'habitude, tu le sais, tu kiffes. J'avoue que c'est un petit kiff personnel. Et tu arrives assez souvent à faire ça? Bah, j'essaye, c'est mon travail en fait. C'est de déminer les difficultés, de les purger avant qu'elles soient exploitées contre mes clients. Et comment c'est? Parce que donc toi, tu fais ton travail, tu plaides, Mm, et tu as la victime à côté mm, qui doit revivre. mm. Est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est ton travail de gérer ça? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que parfois, enfin, c'est comment? Parce que elle doit revivre tout son traumatisme, ses agressions. Toi, tu fais ton travail en même temps, tu dois être concentré. Enfin, c'est comment? Ah non, moi je considère que gérer les émotions tout au long d'un procès d'assises ou d'un procès au tribunal correctionnel, ça fait intégralement partie de mon travail d'avocate de partie civile. Gérer ces émotions, la protéger, l'avoir préparée avant, euh, très très souvent la regarder et souvent je les touche, enfin je leur touche la main quand je vois que ça va pas, je suis assez tactile, même avec les hommes, je leur demande Ouais. si ça leur pose pas de problème, mais souvent ils sont contents d'avoir cette réassurance, tu vois, et d'avoir un humain en face d'eux et pas une machine, pas qu'une machine de guerre. Et ça c'est très intéressant aussi, ce lien-là, parce qu'on noue des liens avec les gens, parce que souvent les procédures elles sont longues avant d'arriver au procès. Donc on noue des liens avec les gens et on les accompagne vraiment pendant toute la durée du procès et c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup cette partie du métier. Et Des fois on si, se prend dans les bras, des fois on pleure à la fin. Enfin, c'est quand même émotionnellement, ça doit être particulier. Parce que là, on a parlé des victimes d'agression, mais est-ce qu'il y a d'autres types de victimes que tu accompagnes? Ah oui, alors moi, un des grands secteurs de mon activité sont les victimes d'accidents graves de la route. Donc les victimes d'accidents de la route, de moto, de n'importe quel type de blessure corporelle physique. Ça, c'est du droit civil, c'est pas du droit pénal. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que là encore, on a un accompagnement dans la durée et avec parfois des vies qui sont brisées. Donc des gens qui arrivent en fauteuil roulant, des gens qui arrivent avec des membres en moins. Donc, et là, je me sens utile aussi. Utile parce qu'il va falloir les aider à obtenir l'indemnisation qui va leur permettre de reconstruire leur vie malgré ça, après. Ouais, parce que c'est vrai que parfois, bah, ton corps est impacté Mm. et qu'en plus, financièrement aussi, tu deviens impacté parce que tu peux plus travailler, Mm. j'imagine. En fait, tu choisis les dossiers les plus... C'est lourd aussi quand même, Ouais. non? Qu'est-ce que... C'est bizarre à dire, mais en fait, j'ai l'impression que ce qui t'anime, c'est que tu te sens vraiment utile. Ah oui, vraiment, on me dit toujours que je fais vraiment que des dossiers sordides. Mais en fait, c'est là où je suis la plus utile. Si les gens vont bien, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc, de changer, de contribuer à changer la vie des victimes, bien sûr que c'est dur, mais ça m'anime. Quand je rentre chez moi, j'ai souvent la sensation d'avoir pu changer concrètement les choses dans la vie de quelqu'un. Et ça me fait me sentir bien. Et justement, le soir, quand tu rentres chez toi, c'est pas trop dur? Enfin, c'est comment? Parce que ta journée de travail, elle peut être quand même sacrément dure. Enfin, Alors, oui, parfois je rentre chez moi complètement éclatée. ah ouais. C'est très très compliqué. Et c'est là où le fait de vivre au quotidien avec un conjoint avocat, ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, il comprend. Il me voit le soir, il voit ma tête et on n'a pas besoin de se parler. Il comprend exactement dans quel état émotionnel je suis. Donc si vraiment ça va pas, bah, il prend le relais. Parce que avec tout le travail de la maison, les enfants, les devoirs, le repas du soir, le bain, préparer les cartables pour le lendemain, des fois je suis pas capable de faire ça. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui assure à côté de moi, bah, c'est un privilège, c'est irremplaçable ça. Pour gérer toutes les émotions négatives que je reçois, moi, l'antidote que j'ai trouvé en fait au stress, à la pression, c'est de créer chez moi un environnement avec des animaux, avec de la nature, avec du calme, avec des choses vraies, très simples. Et un de mes rêves de gosse, j'avais le rêve d'être avocate et je voulais avoir une ferme chez moi.
Donc j'ai recueilli des animaux qui devaient pour la plupart être destinés à l'abattoir. Donc j'ai recueilli des bébés chèvres qui avaient 1 semaine quand elles sont arrivées à la maison. Je leur ai donné le biberon pendant 2 mois. Dans ma cuisine et ma salle à manger, ça ressemblait plus à rien, c'était n'importe quoi. Mais c'était très très drôle, c'était des moments voilà, qu'on chérit dans nos souvenirs avec les enfants parce que ça crée des liens avec les enfants, ça crée des liens avec les animaux. Et même aujourd'hui, ils vivent dans un enclos dans notre jardin, bah, ils sont toujours très câlins, très tactiles parce que je suis un peu leur maman aussi. Et, on a des mini-cochons, alors qui ne sont pas mini, c'est des mini-cochons, mais ils font quand même 80 kilos. Qu'on a recueillis dans un refuge justement pour des cochons. Ils étaient un peu en surpopulation. Et c'est très marrant en fait d'aller le soir dans leur enclos, s'asseoir et juste les caresser. Parce que c'est très affectueux un cochon en fait, c'est comme un chien. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai. Alors, C'est très très marrant. Donc le soir, tu rentres dans ta petite ferme. Oui. Bah, surtout après des audiences. Bon, tous les soirs, bien sûr, je passe du temps avec eux, ça me décharge. Et je retrouve l'innocence, en fait. Je retrouve la pureté. Tu vois, les animaux sont purs, les animaux sont innocents, par nature. Et en fait, ils me lavent. Littéralement, c'est un bain Je retrouve la connexion à des choses belles et simples. Et voilà. Mais je pense que c'est important. Enfin, je pense que si on n'a pas ça, enfin, toi, dans ton métier, ça doit être plus difficile. T'as combien d'animaux, là, en ce moment? J'en ai 15 à peu près. Ouais. C'est trop drôle. Mais tu passes combien de temps à les nourrir le soir? Parce que moi, je me dis, waouh, le boulot que ça doit être. Le matin, avant de partir en audience, et le soir en revenant, quelle que soit l'heure. Si je rentre à 22h ou à minuit, je ressors et je dois nourrir, je dois m'occuper de tout le monde. Mais en fait, au début, c'est une contrainte. Au début, c'est dur, hein, surtout en plein hiver, quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait froid, de ressortir. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des mois et du temps que c'est un besoin. C'est devenu quelque chose vraiment qui me structure. C'est quelque chose dont j'ai besoin, qui m'ancre, en fait. Et qui me donne de la force pour affronter ce que j'ai à faire dans la journée. C'est intéressant de dire qu'une contrainte se transforme en bien-être. Ouais. C'est... Ça m'oblige, tu vois, c'est tout bête, mais je ne regardais jamais le ciel. Quand tu vis dans une maison en plein hiver, tu ne regardes pas le ciel. Et bien là, tous les soirs, je regarde s'il y a des nuages, je vois les étoiles, j'ai appris à reconnaître les constellations, je vois la lune, dans quel cycle elle est. Et c'est bête, mais ça me reconnecte à l'univers, en fait. Et le matin, tu fais quoi? Tu dis, j'y vais avant l'audience. Tu Ouais. as besoin de faire quoi pour les animaux? Ah ben, j'ai besoin de vérifier que tout le monde... J'ai besoin d'apporter de la nourriture dans chacun des enclos. Du foin, des granules spéciales pour les cochons, du grain pour les poules, de l'eau et des croquettes pour les chiens, pour les lapins, pareil. Et puis de vérifier qu'ils ont de l'eau. Ok. Parce que l'eau, c'est encore plus important que la nourriture. Donc voilà, quand tout le monde va bien, je peux partir travailler. Quand Et tout le monde a ce qu'il lui faut, moi, je peux aller bosser. J'adore. Et le soir, c'est pareil, tu les nourris aussi? Ouais, le soir, c'est pareil, je les nourris. Ok. Ouais. Mais là, c'est mon moment de décharge émotionnelle. Ça me lave, en fait. Mais t'es née à la campagne ou rien à voir? Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout, mais j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient une ferme à la campagne. Et donc, je passais mes week-ends et mes vacances à la campagne. Et je pense que c'est là qu'est né ce lien particulier avec les animaux. Et le fait de comprendre que les seuls moments où je ressens cette joie pure comme les enfants, je retrouve adulte avec mes animaux des moments de joie, des joies pures, mais comme les enfants. Et je retrouve ça adulte, et c'est ce qui me sauve du stress de mon métier, en fait. Il y a beaucoup de stress, justement? Ah oui, C'est quoi? il faut avoir une gestion du stress quotidienne. C'est-à-dire que faut pouvoir gérer son sommeil, il faut pouvoir gérer son alimentation, il faut pouvoir gérer sa santé. Mais t'arrives à dormir, d'ailleurs? Parfois? Non, mais c'est vrai, ça. Parfois, c'est très difficile. Parfois, c'est très, très compliqué de trouver le sommeil. Non, mais c'est vrai, parce que je me dis, tu dois avoir quand même des images, des mots. Peut-être même tu as vu des images. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais, le soir pour s'endormir, des fois. Et t'y arrives, justement? Parfois, je prends des médicaments pour dormir. Ah ouais. Ouais. Bah oui, parce que je me Mais dis... c'est obligé. Enfin, notamment, ça dépend.
Mais vraiment, parce qu'en plus, moi, j'ai besoin de sommeil pour avoir les idées claires et pour être Ah performante. oui, non, mais ouais. Donc voilà, parfois, je prends un demi-somnifère avant une audience d'assises. J'ai pas du tout honte. Mes confrères le savent. Voilà, je le dis parce qu'il faut absolument que je dorme. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais t'as les animaux aussi, je pense, qui aident, non? Ah oui, non, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Et même la santé, parce que tout à l'heure, on parlait hors caméra des émotions, sur l'impact sur le corps. C'est vrai que. Mais quand on te voit, on a l'impression que tu les gardes pas, ces émotions. Enfin, tu vois? J'ai l'impression que tu parce que arrives à j'ai les. appris à les gérer. Ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai parfois trébuché. Parfois, je me suis rendue malade. Ah ouais? Ouais. J'ai fait 2 burn-out. Voilà. Donc j'ai passé 15 jours allongée sur un lit de camp dans la cuisine de mes parents parce que je ne pouvais plus me lever, me laver, manger seule. Ah ouais. Et là, tu te remets les idées à zéro. Là, tu es comme une enfant de 5 ans. Et heureusement que j'ai une famille extraordinaire qui peut me recueillir. Et du coup, tu apprends de tes erreurs. Tu sais que tu es allé trop loin. Tu as des signaux dans ton corps et dans ton âme qui te disent là, tu es en train d'aller trop loin. Donc, avant d'aller dans le mur à nouveau, tu réajustes. En C'est fait, quoi les les choses. signaux? Bah, c'est quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu n'arrives pas à manger, quand tu as envie de pleurer tout le temps. Là, il faut faire quelque chose. Oui, ok. Je me dis, c'est peut-être des signaux Et puis subtils, moi, non? j'ai continué 15 ans la psychanalyse, en fait. Ça m'a beaucoup aidé à enlever aussi des choses de moi, de l'enfance, des choses qui n'étaient pas digérées. Et en fait, ce travail-là, les outils que j'ai appris, je m'en sers maintenant au quotidien. Puis je fais de la méditation, de la visualisation parfois. C'est vrai? Ouais. Même des fois en audience. J'ai besoin. Ouais. Tu fais quoi, genre? Je visualise, je visualise une bulle. Je visualise un dôme de verre autour de moi, de protection, où plus aucune attaque. Parce que parfois, c'est violent, hein, les audiences pénales. Ça peut être très, très, très violent, même parfois personnellement. Donc, en fait, quand je sens que je peux perdre pied, moi, je ne suis pas une machine, hein, je ne suis pas un robot, je suis juste un être humain hypersensible. Donc, je visualise un dôme de verre autour de moi, et là, plus aucune flèche ne peut m'atteindre. Et je respire. Je me concentre pendant quelques minutes sur ma respiration et après, je redeviens calme. Justement, j'allais dire, est-ce que parfois, entre avocats, ça devient un peu personnel? Vous vous attaquez, ou vous aimez pas? Ah bah oui. Oui, parce que les avocats sont des humains, donc on peut avoir aussi nos travers et parfois, effectivement, on peut avoir des... Alors, c'est assez rare, heureusement, parce que surtout les bons avocats, on reste toujours professionnels et c'est que les mauvais qui font des attaques personnelles. Donc, on peut se fighter, mais on sait aussi faire la part des choses. Et parfois, ça étonne nos clients. C'est qu'après nous être vraiment foutus sur la tronche en audience, ben on va boire un café ensemble. Mais parce que sinon, on devient fou, en fait. Ouais. Voilà. Faut qu'on ait des moments de décompression, des moments où on redevient humain. Et moi, je l'explique à mes clients. Je leur dis, vous inquiétez pas, je vais parler parfois. Tu as une semaine de procès d'assises. Moi, je ne vais pas rester assise dans mon coin. Parfois, j'ai besoin d'aller discuter avec des avocats, des confrères, et qui sont parfois mes adversaires. Ouais, moi, alors personnellement, parfois, quand j'ai des avocats et je les vois papoter avec l'avocat adverse, je suis là. Ça te rend dingue? Bah, maintenant, j'ai compris. Maintenant, il me dit, c'est bon, parce qu'au début, tu es là, ouais, on s'envoie des WhatsApp le soir. J'étais là, pardon? Non, en fait. Bah si, en fait. Il était là, oui, mais bah si, ça doit pas devenir personnel. Là, on est allé boire un café. Je suis là, mais en fait, c'est pas ton poteau, mon gars, tu vois. Et en fait, je comprenais pas. Au début, ça me révoltait. Maintenant, ok, je vois aussi que c'est un peu stratégique. Enfin, je vois qu'il faut pas que ça devienne personnel entre eux, tu vois. Mais c'est au Mais début. on se connaît, en fait. Mais je sais, mais ça fait Et on va bizarre. bosser pendant 40 ans avec les mêmes têtes. Donc, si on reste que sur des moments tendus d'audience, en fait, notre vie quotidienne, elle devient impossible. C'est vrai. Mais parfois, en tant que victime, c'est compliqué à comprendre. En Alors fait. moi, je le travaille beaucoup en amont avec mes clientes, ça, Ouais. pour qu'elles comprennent. Et quand c'est bien expliqué, ça, ça va mieux, je pense. En tout cas, j'ai pas de retour négatif, parce que je prends vraiment bien soin de leur expliquer. Et si on a envie de venir vers toi, c'est quoi le chemin qu'on doit faire? Comment on peut te contacter? Parce que c'est pas toujours évident de contacter un avocat, je trouve.
Il y a soit la solution à l'ancienne, old school, pour me contacter. Tu regardes mon site internet, tu prends mon numéro de téléphone, tu appelles ma secrétaire, tu prends un rendez-vous. Tu vois, c'est très simple, mais c'est un peu old school. On peut aussi m'envoyer un mail directement Ouais. pour expliquer un peu les choses et ensuite, en laissant les coordonnées téléphoniques, et là, c'est ma secrétaire qui rappelle pour fixer un rendez-vous physique au cabinet. Si c'est pas possible ou si c'est trop loin, on peut faire un rendez-vous en visio ou un appel téléphonique. Oui, c'est vrai ça. Est-ce que tu plaides partout? Enfin, je sais pas Ouais. quelle est ouais, tu En pas fait, de on a la capacité, on a l'habilitation pour plaider dans toute la France. Je plaide plus souvent en Normandie ou en région parisienne, mais voilà, j'ai le droit d'aller plaider absolument partout. Je suis déjà allée plaider à Marseille, voilà, en Bretagne, partout, à Lille.